Rebonjour chers étudiants, me revoilà pour la correction, cette fois-ci de votre TD numéro 2 en sociologie politique. TD qui était composé de seulement trois questions. Alors, nous commençons comme d'habitude par le commencement. La première question, en quoi l'État est-il le miroir de la société? Alors, l'État peut être considéré comme le miroir de la société en ce qu'il est constitué d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes qui sont des membres à part entière de la société. Donc qui ont été éduqués, socialisés dans cette société, selon les coutumes, les réalités, les valeurs et les vertus de cette société. Il est donc tout à fait normal que cet État-là puisse penser et agir à l'image de celle-ci, en termes de valeurs, de vertus, de croyances de cette dernière. On dit d'ailleurs très souvent, et certainement vous l'avez entendu dire, qu'un peuple n'a que les gouvernants qu'il mérite. Comme pour dire que l'État, les gouvernants sont à l'image de la société, sont à l'image des membres qui composent la société, puisqu'ils appartiennent à cette société, qu'ils appartiennent à ce moule-là qui les a en quelque sorte formatés. Donc, généralement, l'État ne fait que reproduire les pratiques, habitudes, valeurs d'un peuple. On pourrait ainsi juger d'une société à travers le reflet que laisse avoir son miroir qu'est l'État. Pourquoi ne pourrait-on pas dire d'ailleurs que, à l'image de notre ex-président, dis-moi quel État tu as, je te dirai quel peuple tu es ou quelle société tu es, tant et si bien que l'État n'est que le reflet de la société. Voilà pour la première question de ce TD numéro 2. Alors, la deuxième question, quant à elle, vous demande en quoi l'État est-il l'instance qui représente la société? Alors, l'État est une instance qui représente la société, notamment dans la conception occidentale de l'État. Alors, il peut l'être dans la mesure où l'on se réfère donc à la conception rousseauiste, selon laquelle la société est le produit d'un pacte social. C'est donc un contrat social qui lie les membres d'une société. Un pacte social par lequel l'individu aliène sa personne, ses droits au profit de la communauté, qui s'engage en retour à se soumettre à la loi générale. Mais aussi la conception occidentale de l'État, comme je l'annonçais tout à l'heure. Pour cette conception, chaque individu accepte également de déléguer une partie de sa liberté, de ses prérogatives au profit de l'État, qui devra dès lors agir et parler en son nom, s'occuper de son bonheur, de sa sécurité, de son bien-être. Puisque dans cette conception occidentale, en réalité, la volonté générale est l'expression de la souveraineté du peuple. Et donc, il ne saurait être attribué à une seule personne. Donc, on raisonne ici dans le collectif. On raisonne en termes de collectif, de globalité, de volonté générale et d'intérêt général. Et on peut donc bien dire que l'État, au regard de tout ce qui précède, que l'État est donc l'instance qui représente la société. Bien sûr, n'oubliez pas d'insister sur le fait que ceci n'est valable que dans la conception occidentale de l'État. Voilà pour la deuxième question. La troisième et dernière question de ce TD numéro 2. L'État peut-il être l'État de tout le monde? Peut-il être considéré comme appartenant à tout le monde? Alors, oui et non à la fois. Oui, si l'on se place dans la perspective de la conception occidentale de l'État, et non, si l'on se place dans la perspective marxiste. Alors, la volonté générale à laquelle les individus se sont engagés à obéir est celle à laquelle tout le monde se rapporte. Dans cette conception occidentale, ce qui fait que donc, dans son universalité formelle, la volonté constitue l'autorité suprême de la République, c'est-à-dire le souverain. Dans la conception occidentale, en réalité, le peuple ne peut se soumettre, puisque, toujours selon Rousseau, s'il se soumettait, il se supprimerait par ce même geste. Donc, il
perd sa qualité de peuple et effectivement ce qui pourrait conduire à la destruction du corps politique. Ainsi donc, dans la conception toujours occidentale, le souverain est formé par les individus, le collectif encore une fois, par toutes les composantes de la société associée. Alors, on va voir que c'est carrément le contraire que l'on retrouve dans la conception marxiste. Alors, pour les marxistes, l'État ne peut être l'État de tout le monde, puisqu'il est avant toute chose un instrument de domination placé au-dessus de la société et qui reste au service des intérêts de la classe dominante. Donc c'est pratiquement un outil, un instrument de domination d'une partie de la population sur d'autres. Il ne saurait donc dans cette situation être l'État de tout le monde. Pour cette raison d'ailleurs, on remarquera que, cher Karl Marx, il est rare de parler de l'État tout court. L'État est toujours suivi d'un qualificatif, comme pour dire qu'il appartient toujours à un groupe, qu'il appartient toujours à une partie de la population au détriment d'autres. On parlera de l'État capitaliste, de l'État prolétaire, de l'État féodal, de l'État bourgeois, etc., etc. Comme pour dire que l'État ne saurait vraiment être l'État de tous dans la conception marxiste. Voilà, chers étudiants, les réponses aux 3 questions qui ont composé cet TD numéro 2. Bien sûr, on ne pourrait prétendre à l'exhaustivité. C'est pourquoi nous avons pensé intégrer des indications bibliographiques pour ceux et celles qui désireraient approfondir, aller en profondeur dans les développements qui ont été ici notés. Pourquoi vous retrouverez toujours en fin de document une petite liste d'indications bibliographiques à partir desquelles vous pourrez approfondir davantage les réponses qui ont été apportées. Je vous remercie tout en espérant que vous ferez un bon usage de ces documents, que vous ferez également une bonne exploitation de ces documents. Je vous souhaite un bon succès dans vos futures évaluations. Merci.